Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH. L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun. Présenté par l'agence marketing WebMT. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 1 sur la marque employeur. Donc aujourd'hui, on reçoit Marie-Noëlle Morancy, directrice marketing et communication chez Randstad Canada. On reçoit par la suite Pierre-Luc Bordelot, cofondateur de Apiculture. Ça se poursuit avec Anne Bourry, professeure titulaire au département de gestion des ressources humaines au HEC Montréal. Et on termine ça avec Ève Laniel, directrice des ressources humaines chez Hermédic. Bon épisode! Différents angles, mais il y a énormément de choses à dire là-dessus. Sinon que c'est plus important que jamais dans le contexte de cette fameuse tendance qu'on appelle le Great Resignation, la grande démission. Donc, la marque employeur prend tout son sens plus que jamais parce que les chercheurs d'emploi ont le choix. Ils voient à quel point il y a beaucoup d'occasions d'emploi et ils vont être de plus en plus sélectifs sur les employeurs qu'ils choisissent. Et même si le salaire demeure un des facteurs les plus importants pour eux, ce n'est pas le seul et il y en a plein d'autres. Et moi, je le sais parce que j'ai recruté récemment et les chercheurs d'emploi sont très curieux et posent beaucoup de questions sur l'entreprise, sur sa culture, sur ses politiques de diversité, sur ses politiques environnementales, sur ses avantages sociaux. Donc, il faut vraiment être prêt à répondre à toutes les questions et avoir des réponses cohérentes et qui sont vraies aussi. Donc, voilà. Écoute, Marie, notre discussion va être très bonne, je pense. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, on a la chance de collaborer ensemble. Tu es directrice Oui. senior au marketing et communication Oui. de chez Randstad Canada. Tu travailles sur plusieurs campagnes performantes qui roulent en ce moment. Tu as travaillé sur la campagne Women aussi. Toi-même, Oui. tu as été super impliqué. En fait, je pense que tu as même chapeauté, je ne me trompe pas. Oui, c'est pas mal mon bébé, cette campagne-là. Oui, Qui sont pas mal. C'est des grosses campagnes ouais. de marque employeur très avancées. Je suis sûr qu'on va avoir un ou deux bons insights qui vont sortir de là, que le monde va pouvoir s'inspirer aujourd'hui. Tu me disais, juste en entrée de jeu, juste avant qu'on commence à enregistrer, que tu as reçu un rapport récent sur justement la compagnie mère de Randstad, donc Randstad Global, qu'on appelle, sur la marque employeur. Puis, y Oui. a-tu des choses qui en ont déjà ressorti qui frappent de ce rapport-là? Ben, c'est sûr que encore une fois, la mobilité, on voit que les gens, les chercheurs d'emploi sont très mobiles, donc ça sort un peu partout là, que il y a, je pense, 25% des travailleurs qui ont répondu avoir l'intention de changer d'emploi, changer d'employeur dans les 6 premiers mois de l'année 2022. Donc, c'est quand même un quart, la force de travail qui bouge. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les chercheurs d'emploi ont le choix aussi, on le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec cette fameuse tendance de la grande démission avec la pandémie, les gens se sont beaucoup questionnés sur mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Donc, ça fait des chercheurs d'emploi qui sont plus curieux sur l'entreprise, qui cherchent, qui font des recherches sur les médias sociaux, sur Glassdoor, sur d'autres plateformes. Ça les rend beaucoup plus sélectifs. Donc, il faut avoir, quand on fait des entrevues avec les candidats, il faut avoir réponse à beaucoup de questions parce que le salaire, oui, ça demeure, et puis c'est ce que notre enquête nous dit, le salaire demeure le facteur principal. Bon, c'est sûr que mais ce n'est pas le seul facteur. Les chercheurs d'emploi vont s'intéresser à les avantages sociaux, donc tout ce qui constitue les avantages sociaux, la flexibilité, c'est de plus en plus un thème. Est-ce que vous êtes en présentiel? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est fully remote? Est-ce que c'est 100% télétravail? C'est quoi votre politique là-dessus? Ils vont vouloir savoir même c'est quoi la politique de diversité de l'entreprise, politique environnementale, c'est quoi votre éthique, où vous en êtes dans votre équité
des genres. Qu'est-ce que vous avez aussi, très important, quelque chose qui ressort beaucoup, c'est la progression de carrière. Donc, selon certaines de nos études, là, les gens s'attendent à avoir une promotion en dedans de 6 mois. Donc, il faut avoir des plans de développement de carrière très clairs, la progression Très de carrière. rapide, 6 mois. Oh oui, 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 c'est ce qui est ressorti. Très Donc, rapide. c'est très rapide. Surtout chez les chercheurs d'emploi en tech, en technologie, l'opportunité d'apprendre des nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle un peu le upskilling, très important pour eux. Donc, effectivement, tout le temps avoir l'opportunité d'apprendre des nouvelles technologies. Donc, l'aspect progression de carrière, extrêmement important pour les chercheurs d'emploi. Est-ce que Donc, c'est pour toutes les industries? Est-ce que c'est il y a quelque chose de... il y a des différences. Il y a des différences un petit peu, disons, blue collar, white collar disons, dans le, c'est ça, col blanc, col bleu, il y a quelques différences. Mais en gros, c'est des choses qui reviennent. Il y a des petites, des petites nuances d'un à l'autre, là. Mais vraiment, ça, là, ça demeure. Les avantages sociaux, la flexibilité, ça, je pense que c'est pas mal partout. L'équilibre travail-famille, toutes ces choses-là. Donc, ça fait partie là, de tous les facteurs qui sont évalués quand un candidat... moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Sincèrement, ça fait longtemps que je suis dans le marché du travail. J'ai interviewé pour toutes sortes de postes. J'ai cherché des candidats. Et c'est vraiment la première fois que je me fais autant challenger par les candidats sur mais c'est quoi vos outils là c'est quoi vos programmes de formation, puis les avantages, me faire poser autant de questions sur plein de choses, plein d'aspects de la compagnie, puis je vais travailler avec qui, puis c'est quoi la composition de l'équipe. Puis vraiment, il y a beaucoup de questions et il faut être équipé là, comme employeur pour répondre à tout ça. Puis être confiant dans ce qu'on répond aussi. Donc, ça sert à rien non plus de répondre n'importe quoi ou d'inventer des choses parce que les chercheurs d'emploi sont très éduqués, sont très bien capables d'aller, surtout dans des secteurs où il y a des communautés fortes, comme en tech, justement, où il y a des communautés, les gens se parlent. En marketing aussi, les gens se parlent. Donc, si tu dis quelque chose, c'est pas du tout la réalité, ça va se savoir assez vite et tu viens de perdre, tu viens de nuire à ta réputation. Donc, c'est très important de dire la vérité. Ça sert absolument à rien d'inventer des choses qu'on n'a pas. Parce que ça se dit sur Glassdoor, ça se dit sur les médias sociaux, ça se discute dans les communautés. Donc, ouais, aussi bien dire les choses telles qu'elles sont. Clairement, de plus en plus, les candidats ont le gros bout du bâton, puis je pense que ça en témoigne Ah oui, beaucoup. oui. Je vois, donc, ça, les employeurs C'est se une bonne sont... chose, hein, en passant, ce qui est une bonne chose, dans le sens où Oui, c'est bien d'avoir des candidats qui savent, des talents qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils s'en vont, qui sont très conscients de leur potentiel, de leur habileté. Je pense que c'est encourageant, en fait. Ça a beaucoup aidé les femmes aussi, d'ailleurs. Ça a permis aux femmes de... tout l'aspect flexibilité, ça aide beaucoup les femmes aussi. Maintenant, justement, ça a permis aux femmes qui ont souvent plusieurs rôles à jouer dans le portrait familial d'avoir plus de flexibilité. Ça leur a probablement permis d'avoir accès à des meilleures opportunités. C'est ce que j'envisage, ou en tout cas ce que j'espère. Donc, oui, ça a changé beaucoup le portrait, je pense, pour le mieux. Puis ça rend aussi les employeurs disons, plus responsables de leur marque, plus responsables vraiment de l'expérience du candidat, de l'expérience de l'employé. Ça force les entreprises vraiment à se poser les bonnes questions, à mettre en place des programmes solides. Donc, je pense que c'est pour le mieux, ce changement-là, mais c'est sûr que ça force tout le monde à se repositionner. Ce que tu dis, c'est vrai, puis je le vois, je l'entends, là, les entreprises qui travaillent de plus en plus leur marque employeur. Elle est pas mal là. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui font un bon bout. Là, c'est pas depuis le dernier mois qu'ils y travaillent. Non. Là, les entreprises en ont. Ils ont des valeurs, mais là, ils ont des valeurs, ils ont des programmes, ils ont des avantages, ils ont des bons salaires. Le problème, c'est comme là, on est comme rendu au fait qu'ils sont pas capables de la diffuser. Comment que les entreprises, selon toi, peuvent faire pour faire vivre cette marque employeur-là, qui ont à l'interne, que tu sens que la chimie d'équipe est là, mais pour le faire vivre déjà au candidat qui, lui, ne sait pas? Bien, déjà, il faut que tu t'assures que ça a l'air facile, là, mais ça ne l'est pas, que tes employés soient alignés dessus, puis qu'ils la vivent, puis qu'ils la ressentent, puis qu'ils la croient, parce qu'ils y adhèrent. Parce que oui, c'est super d'avoir un beau site web avec plein de belles valeurs. Si dans les faits,
les employés ne la vivent pas ou qu'il y a vraiment des obstacles. Tu peux bien avoir une super politique de diversité, mais si dans les faits, les gens te rapportent que ben moi, je vis des micro-agressions à tous les jours ou tu sais, je sens pas que j'ai accès aux mêmes opportunités que d'autres ou tout ça. S'il y a ça qui se passe, ben ça veut dire que là, il y a un gap là, entre ce que tu veux être comme employeur et ce que tu es vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention à s'assurer là, que que c'est vraiment ce que tes employés vivent et ce qui est écrit dans ta mission, dans tes valeurs, ça rime. Parce que c'est eux tes ambassadeurs, c'est eux qui vont aller porter ce message-là dans les médias sociaux. Tes employés aussi sont pas juste les candidats, les employés sont sur les médias sociaux. Les employés parlent. Les employés qui sont bien, qui vivent la culture, qui se sentent bien dans l'entreprise, ils vont en parler. Ils vont aller te chercher des candidats. Ils vont diffuser ce qui se passe dans l'entreprise à l'extérieur. C'est ta meilleure marque, ton meilleur véhicule pour ta marque employeur, ce sont tes employés. Mais pour ça, il faut vraiment que la marque employeur soit vécue et bien communiquée à l'interne et que ça soit, que ça soit aligné. Puis que ça soit, qu'il y ait cette image-là. Et c'est un travail de tous les instants pour une entreprise, non seulement de travailler sa marque employeur externe, mais de travailler sa marque employeur interne. Il faut que les deux marchent ensemble. Qu'est-ce que, si je te ramène vers toi, parce que je sais que Randstad est agressif de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bonnes pratiques que toi tu sens que Randstad met en place pour on travaille énormément. Il y a beaucoup de chantiers, c'est sûr, mais on a travaillé beaucoup sur des programmes de reconnaissance des employés, sur développement et apprentissage. On a des parcours de carrière pour différents types de postes et niveaux. Donc ça fait partie du portrait aussi. On a ce qu'on appelle le Randstad University, où il y a plein de l'université de Randstad, où il y a plein de cours, il y a plein de parcours, carrière. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils de ce côté-là. Donc, il y a ça, des programmes de ce qu'on appelle maintenant le Ranniversary. Donc, on célèbre les anniversaires des gens selon leur expérience chez Randstad. Donc, tu sais, il y a vraiment il y a un programme de reconnaissance par les pairs qui s'appelle les Randstars. Donc, ça te donne accès à différents types de reconnaissance. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, mais tu sais, c'est des aspects comme ça, la flexibilité. On a retravaillé notre politique de flexibilité pour refléter un peu la réalité hybride. Donc, on essaie de se tenir très, très à jour sur qu'est-ce que nos employés veulent et ont besoin. Et par exemple, on a un sondage qui roule là, régulièrement pour faire des touchpoints avec les employés qui s'appelle PICOM. Et ça, c'est essentiel. Il faut que tu puisses prendre le pouls de tes gens tout le temps en real time, pas juste une fois par année, ça sert à rien, tout le temps, parce que ça change. Il y a un moment donné, tu peux sentir que, ouf, ça paraît que le premier trimestre a été rough et occupé. Surtout dans les 2 dernières années. Surtout quand tu as des charges de travail qui sont vraiment immenses. Ben oui, fait que là, tu sais, ça paraît sur la santé physique, mentale des gens, les gens sont plus fatigués, etc. On a une semaine de la santé mentale. On a fait vraiment beaucoup de choses, mais il faut attaquer différents morceaux à la fois, mais la santé mentale, l'équipement pour être capable de travailler remote, c'est extrêmement important. La reconnaissance, encore une fois, progression de carrière. Donc, il faut travailler sur beaucoup de choses à la fois, notre politique de diversité. C'est sûr que tu peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait, là, c'est pas ça, mais au moins, c'est ça que les sondages internes en real time te permettent de faire, c'est de prendre le pouls. Bon, ça s'est amélioré. Super. Ça, c'est encore pas trop, on n'est encore pas assez fort là-dessus. Ça semble être un problème qui revient souvent. Une des difficultés et un des morceaux clés là, de toute la patente, c'est le onboarding. C'est quand les nouveaux employés arrivent. Ça fait toute la différence, comment tu vas être accueilli dans l'entreprise, comment tu vas t'intégrer à l'entreprise. Et je pense que c'est difficile à faire. Ça a été difficile pour tout le monde de faire un programme onboarding virtuellement. C'est difficile. Si tu n'as pas le même coût que... Là, maintenant qu'on retourne au travail, il va pouvoir y avoir certaines parties en virtuel, certaines parties en personne. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est une tellement de grande clé. La façon dont tu vas pouvoir t'intégrer rapidement à ton entreprise, à ton équipe, être clair sur ce que tu as à faire, etc. Ça, là, ça vient jouer énormément sur la marque employeur. Ça aussi, ça peut se communiquer rapidement à l'externe. Là. Bon, ben, je suis arrivée, puis une semaine plus tard, j'avais toujours pas d'ordinateur, puis une semaine plus tard, j'avais pas encore rencontré mon boss. OK, à ce point-là. C'est des choses qui peuvent se produire là, dans certaines organisations qui sont pas tout à fait prêtes.
Ils n'ont pas un bon processus d'onboarding c'est écrit. ça. Fait que ça, nous, c'est un des points là, focus là, sur lesquels on travaille beaucoup, beaucoup parce qu'on le sait que c'est ça qui peut faire une grande différence sur la personne va être beaucoup plus productive rapidement si elle sent, elle a tous les outils dont elle a besoin. Sinon, ben c'est ça, d'être un C'est autre. ça, ça se sent aussi. Le fait qu'on ait la chance de collaborer ensemble, puis pour des campagnes numériques, tu as engagé 2 personnes nouvelles dans ton équipe dans les 2 derniers mois. Ça se sent qu'ils étaient rapidement impliqués là, OK, là, je connais ma charge de travail, il y en a beaucoup qui est arrivé à moi, puis il y en a beaucoup, c'est que à force de prendre le beat, probablement que tu vas prendre un flow, mais le fait de comme être rapidement émissé, ça montre que vous avez des processus qui sont mis en place justement pour ça. Oui, puis encore une fois, c'est ça, c'est pas parfait, puis on a des choses à améliorer, tout ça, mais tu sais, je le sais, je pense peut-être qu'on part du principe qu'on le sait que c'est tellement important, fait que, tu sais, moi, je me suis assurée, bon, ben, tout de suite, je vais, tu sais, comme ma nouvelle spécialiste aux médias sociaux, ben, je te l'ai fait rencontrer rapidement parce que je sais qu'elle va travailler avec toi rapidement. J'ai donné tout un portrait de c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est bien important aussi de les connecter, les nouveaux emplois, avec pourquoi. C'est pas juste ce que vous allez faire, le quoi, mais le pourquoi. C'est quoi que toi, tu te situes où là, dans la mission de l'entreprise? Tu vas contribuer à quoi exactement, là, tu sais? Fait que c'est pas juste de dire, ben toi, tu vas faire des posts sur les médias sociaux, là. Oui, là, mais au-delà de ça, c'est quoi? Ben, c'est parce que on le sait il faut travailler notre notoriété de la marque. On le sait que, tu sais, on est en concurrence avec d'autres qui font la même chose que nous. Comment on se différencie? On a le côté humain qu'on veut mettre de l'avant parce que nous, notre différenciateur, c'est qu'on travaille avec des recruteurs puis qui sont très passionnés par ce qu'ils font. Fait comment qu'on fait pour les mettre en valeur? Fait que toi, c'est ça, là, ta job, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus inspirant, c'est beaucoup plus intéressant que bon, mais toi, la semaine prochaine, là, j'aimerais ça que tu me prépares 4 posts là, pour LinkedIn, puis c'est ça. Clairement, c'est ça. C'est de savoir sa job, puis de savoir aussi carrément ce que tu veux dire. C'est sur quels objectifs qu'on Oui, travaille présentement, puis super de important. t'immiscer là-dedans. Dans quoi tu contribues à l'entreprise, tu sais. C'est pas juste tu fais pas juste ça tu fais pas ça pour moi, là. Tu fais ça pour l'entreprise, pour la croissance de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment important pour les gens de comprendre le pourquoi ils font les choses. C'est vraiment prioritaire. Ouais. Marinelle, un grand merci pour ta participation. Le temps file déjà rapidement. J'ai le goût de te demander un petit un petit mot de la fin sur ces belles discussions remplies d'insights. Ben, le mot de la fin, là, je pense que c'est de jamais perdre de vue là, les, les employés, les candidats, tout ça, là, c'est de jamais perdre de vue de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui les allume, etc. Puis de t'assurer que tu mets ça toujours à jour, que tu es toujours à jour sur ces tendances-là parce que ça change, ça bouge beaucoup. Tu as des gens de toutes sortes d'horizons, donc il faut que tu puisses faire un peu prendre le pouls là-dessus. Donc, rester connecté avec les gens, là, ça, je pense que c'est la chose la plus importante à faire tous les jours. J'adore. Amen là-dessus. Merci pour ta participation, super apprécié. On se parle bientôt. Ben oui, bien sûr. Merci. Ça va faire du sens, on va partir de là. OK. Mais, ouais. Fait que question avant ça, sinon? Ah non, c'est cool, c'est sharp. En fait, dernière question, c'est que moi, je pourrais peut-être en lien avec ma Sharp Kimi à l'interne qui est très marketing, parce que j'imagine qu'on va utiliser tout ce genre de posts-là, résultats de ça. Fait que c'est sûr que je vais te passer à POC avec elle à l'interne, parce que c'est pas moi le gars marketing. Moi, je suis le genre de gars qui a une grand gueule et qui s'en sert. Ouais, si tu veux me mettre en relation avec elle, c'est parfait. Sinon, moi, c'est sûr que je vais t'envoyer par la suite le lien de l'épisode, puis le lien de la landing page aussi qui est à la veille de terminer. Fait que, après ça va être juste de transférer ça, peu importe. Ça va être diffusé quand à peu près, ça, tu penses? Le premier épisode, on s'entend. Toi, tu es sur le premier épisode d'ailleurs. Ça va être diffusé le 8 juin. Pour l'instant, on a la directrice marketing et communication de Randstad qui est sur ton épisode aussi. Puis on a une professeure au HSC, une professeure titulaire au HSC, Anne Bourris. Puis la dernière personne qui est en attente de confirmation, que je pense que je vais avoir, ce serait la directrice marketing chez Mitro. Parfait. Donc, on va se partir ça. C'est une petite seconde parce que je vais fermer.
Fait que très content, Pierre-Luc, que tu sois avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça Je fait suis très plaisir. content de te recevoir aujourd'hui. Happy Culture, c'est un terme qui me parle. Fait que quand que je vous ai vu à Stratégie PME, c'est sûr que j'étais intéressé par cette conférence-là, juste de par le nom, parce que c'est un très bon nom. Félicitations pour le nom, bon choix. Merci. Je disais sur ton profil LinkedIn cette semaine que ça fait presque 4 ans que tu t'es donné le mandat la mission, en fait, de transformer les cultures d'entreprise pour faire un levier de mobilisation d'équipe et un gage de performance d'entreprise. Ouais. C'est vraiment, vraiment une belle mission qui est actuelle. Par contre, tu as un background d'enseignant. Comment on se rend de un à l'autre? Ah, c'est intéressant. En fait, c'est de comment on se rend d'un dans l'autre. Autant dans l'enseignement que de rencontrer de la haute direction, des gestionnaires, des DRH, là, de tout niveau, finalement. C'est est-ce que vous êtes à votre plein potentiel? Est-ce que vous allez chercher le cœur de vos équipes? Est-ce que vous allez chercher le buy-in et l'adhésion de tout le monde? Parce que, tu sais, moi, comme enseignant, en fait, en plus que ça, je suis un décrocheur scolaire. J'ai décroché au secondaire. Puis c'est finalement là que je me suis ramassé à enseigner au secondaire pour ensuite avoir l'appel C'est de excellent. l'entrepreneuriat encore trop fort. Tu sais. J'aimais beaucoup les élèves, j'aimais beaucoup mes collègues, mais j'étais dû, tu comprends, pour développer un autre projet. Mais je me retrouve dans la même situation. En toute humilité, je suis le genre de gars que bonne chance à l'époque pour venir me chercher, me mobiliser moi. Je n'étais pas le client typique là, qui avait le buy-in facile. Mais en rencontrant du monde qui ont eu du bon langage, des bonnes techniques, des bonnes manières d'avoir une amorce, une accroche, ils ont obtenu mon adhésion. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je me comporte encore comme eux autres, ils m'ont montré, parce que j'ai vu le plein potentiel de ça. Comment on fait pour convaincre des entrepreneurs, des gestionnaires, d'aller chercher le cœur de leur équipe, puis de leur montrer que c'est la bonne stratégie d'affaires à accomplir, dans le fond, quand tu y penses. T'sais. Il y a des stratégies d'affaires, mais il y a des bonnes stratégies d'affaires. Puis aller chercher le cœur de ta gang pour développer ton plan stratégique, c'est ça. À quoi sert le meilleur des plans d'affaires si tu n'as pas une équipe mobilisée pour le réaliser? Actuellement, avec la pénurie de main-d'œuvre, la question, c'est à quoi sert le meilleur des plans d'affaires si tu n'as même pas d'équipe pour le réaliser? Ouais. Mais tu comprends, c'est je sais pas là, le désir d'augmenter le plein potentiel des gens puis C'est d'une vraiment un organisation parallèle. devant moi. C'est les deux liens. Là. C'est vraiment un excellent parallèle, j'adore. Quand que je peux pas dire ça en enregistrement, quand que je t'ai contacté, Pierre-Luc, tu as dit, je t'ai demandé quel épisode que tu voulais faire, tu m'as dit marque employeur. Puis tu m'as mentionné vouloir briser, démolir le concept et l'outil culture que le terme représente. Ouais. Moi, je peux pas, on peut pas commencer par d'autres questions que de te demander qu'est-ce que tu entends par là. Ben ouais, surtout un gars en marketing comme toi qui se pose la question. Écoute, c'est parce que tout le monde s'est garoché là-dessus, mon cher Jean-Michel. Tout le monde s'est garoché là-dessus pour aller chercher du monde. C'est comme si je suis pas, j'étais un gars seul. Je m'en vais dans un bar, puis il suffit de me faire une belle coupe de cheveux avec le plus beau des vestons, le meilleur des parfums. C'est clair que toutes les femmes vont me sauter dessus. Je fais exprès, on est en mode séduction. Là. C'est l'analogie que j'utilise. Là. Jusqu'à temps que la fille se rende compte que, peut-être que tu diras à ton parfum et à ton veston de faire la même affaire à l'interne parce que c'est pas super hot ton affaire. Je fais exprès. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça. Ils ont sauté sur la marque employeur, sur il faut vraiment montrer qu'on est bon, montrer qu'on est beau. T'sais. Puis avant de faire un bon marketing, je pense que c'est encore plus important de faire un bon market-in. C'est une étude à l'interne, on creuse un peu pour savoir ce qu'on va montrer. C'est vrai. Puis honnêtement, moi, je rencontre des belles cultures d'entreprise, Jean-Michel, qui ne le montrent pas, mais qui le sont et qui sont des facteurs de rétention en eux-mêmes. Donc, je ne suis pas contre la marque employeur, mais il faut déboulonner les mythes de ça. Là. À un moment donné, on dirait qu'on s'est garoché là-dessus. Les termes marque employeur et marketing RH sont apparus pour montrer au monde à l'interne, OK, là, partant en campagne de séduction. Je suis d'accord. En même temps, faites-le de la bonne manière. Parce que des beaux vidéos corpo où tout le monde se fait des high-five en chauffant des lifts, en étant heureux. Là. Puis le gars qui passe une entrevue avec la fille des ressources humaines, qui trippe bien raide, fait aïe, ils ont des belles valeurs. Ici, t'es donc bien sharp. Mais lui, le lundi matin, à 8 heures, là, dans les opérations, il se retrouve avec un gestionnaire ou une, puis la promesse de la vente n'est pas livrée. Là. Il fait comme, taboire. Fait que la marque employeur et le marketing RH, c'est sharp, mais il faut que ça se poursuive. Tu sais, souvent, moi, je dis le problème actuellement, c'est pas tant la pénurie de main-d'œuvre, c'est une pénurie de gestionnaires pas connectés qui gardent le monde qui sont arrivés. Et moi, Jean-Michel, je rencontre des organisations, moi, je leur pose toujours la question, là, dans la dernière année, vous avez engagé combien de monde? Il y en a combien qui sont partis?
Et je capote sur les chiffres. Là. Récemment, il y a quelqu'un qui a dit on a engagé 240 personnes, il y en a 245 qui ont quitté. Vois-tu, là? On est à la négative. C'est pas tout le temps à la négative, mais je fais comme boire, il y a quelque chose là-dedans d'incroyable. Tu sais. Excuse-moi, là, mais il y a 240 clients qui ont rentré dans la boutique. Puis il y en a 245 qui sont ressortis. Je fais exprès. On capoterait en vente, là. Tu comprends-tu? Même, il y a bien du monde qui irait sur ta page pour acheter, ta page web pour acheter comme un produit là, en boutique virtuelle. Personne en achète ou presque. On se poserait la question. Tu sais. Donc, le problème, c'est que la devanture est belle, mais en dedans du magasin, le service à la clientèle n'est pas bon, le magasin est laid. Oui, pour moi, miser sur la marque employeur ou le marketing RH, que faire ça, en tout cas, il y a un danger. Parce que pour moi, il y a Denis, il y a Michel, il y a Nathalie qui va vraiment s'occuper de ce monde-là à l'interne après, puis qui va être un facteur de rétention. Est-ce que c'est un facteur de succès de rétention à l'interne chez vous? Parce que Benjamin, 22 ans, là, qui est intéressé à aller travailler chez vous, il va rester pour quelle raison? Puis actuellement, pour vrai, c'est pas tant c'est tough pour eux autres parce que c'est pas tant difficile d'avoir du monde là, quand tu y penses, c'est de les garder. Bon, je sais bien que dans certains domaines, il y a du monde qui me dirait hey, wow, capote Pierre-Luc. Là, ben, des soudeurs, c'est dur à trouver, donc des métiers spécialisés. Là. Mais la majeure partie des gens qu'on recherche, des commis, des opérateurs du monde, là, je fais exprès parce qu'on fait des interventions dans toutes sortes d'organisations, évidemment. Là. Mais c'est pas la marque employeur, le problème. Là. Hein? Honnêtement, c'est beaucoup plus à l'interne, puis à la limite. Il y a bien du monde qui travaille dans des shops pas très jolis, un logo qui n'a pas été refait, avec des belles slides sur Facebook qui ne les a pas attirés, mais crème, ils trippent sur ce qu'ils font et avec qui ils le font. Puis pour moi, c'est 100% de la culture d'entreprise. C'est de tripper sur ce qu'on fait et surtout avec qui on le fait. Vois-tu, là, moi, je ne suis pas dans un concept vague et théorique. Là. C'est la connexion humaine de ton organisation qui te permet de dire « Wow, je trippe avec le monde avec qui je fais. » Puis je reviens à mon concept de décrocheur. Et même l'enseignant que je suis devenu, Jean-Michel, toi comme moi, on est allé à l'école. Qu'est-ce qu'on aimait à l'école? On aimait être avec nos amis, puis on espérait pogner un bon prof. Même principe au travail. On tripe avec notre équipe, puis on espère pogner un bon boss. C'est le genre de même lien, là. Fait que tu me demandes encore le parallèle. Il est là aussi, tu sais. Est-ce que le monde, il tripe entre eux chez vous? Ils ont-tu une belle vibe d'équipe? Puis sont-ils capables de confirmer ça avec un bon boss? Avec quelqu'un de faire comme sharp. Je travaille pour Jean-Michel en plus. Fait que comment on fait pour miser dessus, lui? Comment on fait pour faire en sorte que ce gars-là, il confirme le degré d'intensité obtenu dans l'équipe? Moi, là, je miserais plus là-dessus présentement. Puis éventuellement, je ferais comme Sharp, on va vers une marque employeur qui le confirme. Parce que c'est mon chemin à moi. Là. Mais c'est vraiment bon parce que pour avoir travaillé longtemps en alimentation dans les épiceries, j'ai travaillé au service longtemps, fait qu'on en va passer du monde. Puis souvent, le monde reste parce que le monde avec qui je travaille sont nice. Mais ils n'aiment pas leur job, ils n'aiment pas leur employeur, mais ils restent parce que justement, sont accrochés à. C'est comme la raison numéro 1 qui fait que tu restes, on dirait. Ouais. Pas la raison numéro 1, mais une grosse raison du fait de pourquoi tu restes malgré le reste. Fait que c'est vraiment ça. Donc, comment qu'on fait pour avoir ces employés? Dans ma tête, c'est d'avoir justement une bonne culture puis de faire en sorte que tu engages du monde qui ont des valeurs qui sont semblables. Oui, puis moi, je ne l'enlève pas en passant, Jean-Michel, la marque employeur. Je vais te la montrer, là, parce que moi, je trouve qu'une culture forte, tu sais, quand on va dire ça, c'est une belle culture d'entreprise, là, on n'est pas seulement en train de dire c'est un beau produit, les clients sont satisfaits. As-tu vu le tagline? C'est incroyable, tu sais. Puis, regarde-moi le beau logo en plus. Le site web, il est vraiment intuitif. T'sais. On n'est pas là. Une culture d'entreprise, pour moi, c'est 3 points. Connexion, intensité, attraction. Puis, c'est pas 3 points égaux, c'est quasiment un podium. C'est en ordre. C'est des gestionnaires connectés avec leur équipe, des équipes qui performent avec intensité au-delà du salaire, puis une personnalité corporative attractive. Connexion, intensité, attraction. Tu as une gang là, qui tripe sur leur équipe. Puis ça rejaillit sur le degré d'intensité de leur équipe parce que tu fais oublier à ton équipe qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Y a-tu vraiment quelqu'un là, qui, à toutes les heures, regarde son taux horaire, puis il fait, je sais pas moi, 24$ de l'heure. 24$ de l'heure de plus. C'est bon, il faut que tu fasses oublier à ton équipe qu'ils sont payés. Tu comprends-tu? Ouais. Il faut que tu fasses oublier à ton équipe qui travaille. Il y a des gens qui s'en vont jusque-là. Christy, je travaille pas, j'ai du fun avec ma gang. Je sais que des fois, c'est plutôt difficile, ça, mais c'est ça le degré d'intensité. Puis à la fin, ces 2 combinaisons-là créent de l'attraction. Parce que le monde finit par dire hey, c'est vraiment hot de travailler là. Qu'est-ce que t'attends? Viens travailler avec nous autres.
Là, vous avez des ambassadeurs à l'interne qui créent ce facteur d'attraction-là. Puis moi, pour moi, l'attraction, là, c'est plus fort que toi. C'est que tu vas même ailleurs pour le 4 piastres de l'heure de plus, puis tu fais « Aïe, j'ai tellement pas ce que j'avais ailleurs » et tu reviens. Attraction. C'est une entreprise magnétique. Tu comprends? Ça vient te rechercher. Ouais. Ça, là, pour moi, c'est important. Il y a juste des étapes. Je fais juste dire ça. Il y a juste des étapes. Fait que pour ça que je dis, je suis pas en train de détruire le concept de marque employeur. Je fais juste dire qu'on s'est garoché dessus, puis tellement qu'Apiculture, Jean-Michel, on nous a engagés au début pour dire « Toi, tu vas m'aider avec la marque employeur. » Puis même que toi, là, tu vas me permettre de créer des rituels cool en entreprise. Toi, tu vas m'emmener comme Google, Apple, Facebook. Il va y avoir une salle d'arcade, il va y avoir une table de baby-foot, il va y avoir un mur végétal, on va emmener nos chiens au travail, on va créer des parties des 5 à 7 de malades. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais ça dure un temps. Moi, ce que je dis souvent à la gang, c'est votre culture d'entreprise, c'est pas pendant le 5 à 7, c'est dans le 8 à 4 que ça se passe. Le 5 à 7 a pour but de confirmer le 8 à 4. C'est pas le contraire. Tu comprends? Ton 5 à 7, ton rituel, il confirme ta culture d'entreprise. Il la crée pas. Il fait juste dire, on se voit à cabane à sucre, puis on fait comme sharp. Hey, on est une belle équipe. Ça confirme. C'est pas comme, c'est vraiment épouvantable ce qui se passe. On est dans le rush. Je me sens pas connecté. Je suis épuisé. Tiens donc, une cabane à sucre, ça va régler le tout. Ben non. On va payer 38$ à chaque pour rien. Ça coûte cher, une cabane à sucre. Puis éventuellement, on va tous se dire, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas mieux, ça. Donc, l'idée, moi, c'est de créer... En tout cas, c'est de ne pas tomber dans certains pièges. Certainement. Et j'ai l'impression que la marque employeur aussi, ça a déresponsabilisé des gestionnaires. Ça a dit, hey, la fille des ressources humaines ou le gars des ressources humaines, c'est à toi de faire ça. Tout. Tu fais tout anyway à cette heure. T'es rendu que tu fais du marketing RH, tu recrutes, tu fais ma marque employeur, tu mobilises mon monde. Let's go, vas-y, le grand, vas-y à la grande. Voyons donc, tu sais. On a comme tout mis ça sur son dos à cette personne-là. Là, il est temps qu'on recadre les affaires puis qu'on joue réellement notre rôle à l'interne comme directeur, superviseur, chargé de projet. Là, je fais exprès de nommer des noms là, de titres. En fait, c'est des équipes qui relèvent de toi. Ben là, tu dois comprendre ton rôle pour être un facteur de rétention. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Pour les entreprises qui n'en ont pas de marque employeur, comment ils font pour la créer? En fait, je vais poser la question à l'envers. Pour les entreprises qui ont une marque employeur, plutôt, puis que c'est, bon, tu as dit tantôt, ben oui, il n'y a pas de logo, ben oui, mais sauf que vraiment la culture d'entreprise est là, puis sont bons. Comment tu fais pour avoir, selon toi, avoir cette culture, cette marque employeur-là, puis comment on fait pour la mettre de l'avant, parce qu'il y a cette entreprise-là, quand même des défis de recrutement, comment on fait pour se rendre là? Là, tu veux dire qu'une entreprise est sharp, elle a fait ses travaux, elle a fait son market-in, comme je disais, puis elle a comme, wow, elle a quelque chose de fort, tu sais. Ouais, elle établit des piliers de sa culture. J'ai réussi à appeler ça des valeurs. Moi, j'ai de la misère avec ça. Je trouve des valeurs, on regarde dans le ciel, c'est la constellation, c'est comme des valeurs. Puis en fait, moi, je trouve des valeurs, c'est que, tu sais, on veut éduquer nos enfants qu'il y ait des belles grandes valeurs humaines. Mais là, tu sais, nous autres, chez nous, ça veut dire quoi? Être chez nous puis rester chez nous. C'est pourquoi les piliers de notre organisation. Tu sais, il y a une base à donner. C'est quoi une bonne marque employeur, pour moi, on va te le dire aussi, là, plus que les piliers, là, ça serait, est-ce qu'on a établi chez nous des standards de gestion de qualité? Ça, c'est intéressant. Là, je trouve pas mal plus, c'est-à-dire, on a des standards de qualité de produits, des standards de qualité de service client. On a établi des standards, tu sais. Mais on a-tu un standard de qualité de gestion premium chez nous? Ça veut dire quoi? Chez nous, on prend des décisions, puis on donne de la direction à nos équipes. Comment? On a-tu des standards? Chez nous, là, chacun des gestionnaires, là, on le met sur une chaîne de montage. Je fais exprès, là, comme un produit. Là. Tu le mets sur une chaîne de montage, puis à la fin, tu garantis au client 10 ans de vie. Tu fais ça, hein? Tu t'en vas, tu achètes un skidoo, là. À la fin, ils garantissent 5 ans, 10 ans. Là. Mais là, tu as un Michael, tu as un Benjamin sur la ligne de montage. À la fin, tu garantis quand même 10 ans. Ça veut dire que lui, il doit respecter les standards. Même affaire pour un gestionnaire chez nous. On le met tout sur la ligne de montage. Que tu aies un Michel ou une Nathalie, à la fin, tu garantis 10 ans à Benjamin de vie chez vous. Vois-tu? Je prends la même affaire. Mais il sait-tu, lui? Ou on se fie sur Michel, puis on se fie sur Nathalie? J'espère qu'ils vont bien guider, ils vont bien diriger notre monde. Comment ça, j'espère? Est-ce que vous l'avez établi? Non, mais il y a une expérience ailleurs. Il vient d'une grande institution. Ou sinon, il vient de la start-up, il comprend. Oui, mais non. On peut-tu s'établir comment? On a des standards de gestion. Ça prend un filtre. Ben oui, ben on tombe dans des pièges, nous autres, chez nous. Même un gestionnaire, là, il peut tomber dans ce piège-là. Il peut être trop performant, trop mettre de la pression, trop quoi. Donc là, on pallie ça comment? Puis on se guide ensemble. C'est pas un guide de l'employé qu'il faut, là. C'est un guide du gestionnaire connecté.
je fais exprès, là, mais il y a un peu de ça là, à établir. Là. Ça, pour moi, là, ça, c'est à valoriser là, après coup. Chez nous, on a fait notre exercice. Puis Benjamin, 22 ans, autant, je fais exprès, là, autant qu'une Nathalie de 44 ans qui rentre chez nous, là, on va en prendre soin. Elle va évoluer. Parce que chez nous, on guide, puis on dirige, puis on prend des décisions avec les mêmes standards. T'sais. Pour être sûr qu'on fasse de notre milieu de vie un lieu de performance humain, t'sais, donc financier. T'sais. Et là, c'est ça, là, c'est là qu'on met ça sur pied. Là. Pierre-Luc, cet échange-là a été un délice. Ça a été vite. J'en aurais pris plus. Je vais en prendre plus éventuellement, c'est sûr, parce que c'est bien trop. Oui, on n'a rien fait, on a juste gratté. Là. Exactement. C'est sûr que t'amènes. C'est sûr que ton mandat, là, qu'on parlait en début de rencontre, tu dois l'accomplir assez rapidement parce que l'enthousiasme est là, puis clairement, là, vous êtes posé des bonnes questions parce que vous êtes arrivé à des bonnes réponses qui sont. Ouais, puis tu sais, moi, en toute humilité, j'accompagne du monde. Là, on fait des interventions en entreprise, là, puis hey, écoute, on n'a pas le coup de baguette magique, là, on n'a pas la prétention de savoir. Écoute, ils vivent des affaires difficiles. Il y a du monde, là, je ne voudrais pas être à leur place dans leur secteur, tout ça. Mm-hmm. Bon, on est-tu condamné? On est-tu pogné avec ce qu'on a? Ou on peut voir les choses autrement? On peut réunir votre gang puis dire, attends une minute, là, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Puis sur quoi on peut miser, surtout? Fait que, tu sais, vraiment, en toute humilité, on peut-tu faire dans notre culture d'entreprise la bonne stratégie d'affaires? On peut-tu donner des bonnes techniques à vos gestionnaires pour aller chercher le cœur de leur équipe? Moi, j'en mange, là. Je tripe sur l'humain, évidemment. Hein, mais puis je tripe sur la business. Tu sais, pour moi, un joueur de sa culture, là, c'est un amoureux de l'humain puis un passionné de l'entreprise. Ça se rencontre. Le curseur est au centre. Tu sais. Ça, pour moi, là, c'est... Parce que je suis un gars qui aime la performance. Là. J'aime ça de la croissance. J'aime ça qu'on développe. J'aime ça que ça marche. Tu sais. Je veux gagner. Je suis un gars compétitif. Mais je ne vais pas le faire au détriment d'une équipe. Tu sais, c'est toujours la même affaire. C'est cette espèce de... Je ne dis pas que je l'ai tout le temps moi-même. J'ai bien des choses à apprendre. Mais comment on fait ça là, ensemble, le développer? Tu sais. Encore une fois, un vrai délice. Pierre-Luc, on te suit où? Apiculture, c'est quoi le site web? Écoute, on a Apiculture, achat.culture.ca. Sinon, on a LinkedIn qui est là beaucoup. C'est notre réseau, évidemment, un peu plus professionnel. On est sur Instagram, Facebook. Tu sais. On a des webinaires gratuits. On participe à toutes sortes de conférences et tout ça. Bien que ce n'est pas ça qu'on fait en premier. Nous autres, on fait de l'intervention en entreprise. Là. Parce que pour moi, je dis tout le temps, c'est bien beau les présentations, les conférences. C'est un beau petit coup de dent de fraîcheur dans ta vie. Là. Mais si tu veux progresser, évoluer, transformer, ça te prend un programme, une démarche. Ouais. C'est comme moi. Là. On est un peu là-dedans. Mais oui, suivez-nous. Entendez notre contenu, puis c'est ça. Faites appel à nous-mêmes. Pourquoi pas? Encore une fois, un grand merci. C'était un plaisir. Pierre-Luc, on se revoit bientôt. Merci à toi. Quand même que tu avais fait des parutions médiatiques ici et là. J'avais vu dans, je pense, un média qui s'appelle Revue Gestion ou quelque chose comme ça. Oui, je suis souvent interviewée quand je suis disponible, ça me fait plaisir de répondre à des interviews sur la question, évidemment, du marketing RH, attraction de talent, pénurie de talent. C'est à la fois mon domaine de spécialisation et c'est quelque chose qui est très, très, très en demande, vous le savez, là. Les entreprises se bousculent pour trouver des façons de se démarquer dans cette guerre du talent. Ouais, c'est le nerf de la guerre en ce moment, là, tout le monde s'attaque pas mal là. Ouais. Est-ce que, je pense que ça fait quand même assez longtemps que tu es professeur titulaire dans le département de gestion des ressources humaines au HEC, c'est ça? Oui, j'ai commencé à HEC en 99. Donc on parle de 23 ans là. Oui, oui. Quand même. Fait que c'est ça, je voulais ton opinion parce que j'ai vu justement que tu avais discuté dans les médias de marque employeur. C'est que je voulais t'emmener là-dessus aujourd'hui. Je sais que tu as écrit aussi beaucoup sur le recrutement, la sélection du personnel. Fait que je pense que ça faisait du sens de t'avoir dans cette marque-là, parce que souvent on pense que la marque employeur, je pense comme étant quelque chose qui se bâtit à l'interne puis qu'on bâtit ça avec le monde qu'on a. Mais moi, j'ai l'impression que le recrutement a une grosse partie de la marque employeur dans le sens qu'on est supposé recruter avec un filtre de valeurs, souvent un filtre de mission, de qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis s'entourer des gens qui fit avec ce filtre-là. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu voyais la marque employeur aussi, ou c'est comment tu voyais ça exactement?
Ben oui, en fait, la marque employeur, elle a deux volets. C'est à la fois un volet interne et un volet externe. Alors oui, à l'externe, on utilise la marque employeur pour attirer des gens qui vont fitter, qui vont correspondre à la fois à ce qu'on veut en termes de compétences, évidemment, mais aussi en termes de valeurs et de mission. Sauf que les valeurs, elles partent de l'interne. Et nos meilleurs ambassadeurs, ce sont nos employés de l'interne. Donc, on ne peut pas penser marketing RH en ne pensant que marketing externe. Il faut d'abord comprendre qui on est pour les employés actuels, pour à l'interne, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, c'est quoi ce qui fait en sorte que nos employés se lèvent le matin pour aller travailler. Et si on arrive à capturer ça, mais on va pouvoir le vendre à l'externe à des candidats potentiels. Donc, c'est deux facettes d'une même réalité, en fait. Souvent, justement, on parle de. Parce qu'on c'est beaucoup, on dirait tout le temps quand on est porté de parler de marque employeur, on parle dans un effet de paraître, comme on bâtit ça pour justement avoir l'air de quelque chose. Mais pour parler à plusieurs entreprises, ça semble souvent être problématique de. On a l'air de paraître, mais une fois qu'ils sont en dedans, c'est comme on a une belle devanture, mais une fois on n'arrive pas à faire vivre cette marque-là employeur, ce qui fait qu'on a aussi des problèmes de rétention. Est-ce que tu as remarqué, mettons, dans ta carrière, des bonnes pratiques pour justement faire vivre la marque employeur que tout le monde est comme en train de bâtir, mais qu'on dirait qu'on a de la misère à la faire vivre à l'interne? Tu as tout à fait raison. Il y a des entreprises qui comprennent, qui pensent que la marque employeur, c'est uniquement du paraître. Et là, si une entreprise qui considère que la marque employeur, c'est seulement du paraître, elle va peut-être réussir à attirer des gens, elle n'arrivera pas à les retenir. La raison pour laquelle, et dans les bonnes pratiques, si on veut avoir une marque employeur qui parle à l'interne et qui donc va faire en sorte de retenir les gens, pas juste de les attirer, il faut commencer par l'interne. Il faut commencer par comprendre qui on est. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de la faire vivre. On n'aura pas besoin de faire d'efforts, plus exactement, pour la faire vivre. Elle va être vécue naturellement. Sinon, mais c'est comme de la publicité mensongère. Là. C'est comme en marketing. Là, je dis que la bébelle que je vous vends fait ABC, puis vous l'achetez, puis finalement, ça ne fait pas ABC. Mais vous ne reviendrez pas, vous ne rachèterez pas ma On bébelle. va juste une fois. Donc, on vend juste une fois dans ce temps-là. Donc, il faut absolument faire cet exercice à partir de l'interne. Et ça, quelquefois, c'est quelquefois un exercice d'humilité parce qu'essentiellement, quand on parle de l'interne, on demande aux gens, est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience chez nous? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on vous apporte comme employeur, à la fois sur le plan financier, avantages sociaux, mais aussi conditions, leadership, ambiance, valeurs, mission, etc. C'est quoi notre ADN comme entreprise? Mais quelquefois, lorsque les entreprises font cet exercice-là, elles se rendent compte que l'impression ou la perception qu'avait la haute direction n'est pas tout à fait la même que la perception des employés. Mais il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui fait une démarche de marque employeur en vase clos, sans demander aux employés, qui montre le résultat de sa démarche aux employés, puis qui fait rire d'elle. Tu sais, si tu montres ton slogan marque employeur à tes employés, puis que la réaction que tu as, c'est ha ha ha, ben drôle, tu n'iras pas loin avec ta marque employeur. On part pas sur le bon pied. On part pas sur le bon pied. Est-ce que justement, donc toi, tu considérais que c'est adéquat de faire le travail pas top-down, mais d'aller vraiment consulter tout le monde, de faire un travail d'équipe vers la marque employeur? Absolument. Oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, mais quitte à ce que justement, ça soit. Est-ce que ça devrait partir d'en haut, justement, puis comment tu vois ça pour démarrer une entreprise qui n'a pas de marque employeur puis qui veut la travailler? Là. Toute entreprise a une certaine marque employeur, on s'entend, mais qui veut travailler, la structurer plutôt. En fait, toute entreprise a une marque employeur, mais elle peut être implicite, puis l'idée, c'est de la documenter et de l'expliciter. La première chose à faire, c'est d'organiser des rencontres avec des employés, une collecte de données auprès des employés. Alors, ça peut être par sondage. Moi, je préconise plutôt les focus group parce qu'on peut s'exprimer plus librement, puis dans les focus group, il y a un côté plus créatif où on peut aller chercher des éléments plus symboliques. Par exemple, demander à des employés, mais si cette entreprise-là était une couleur, qu'est-ce que ce serait? Si c'était un genre musical. Donc, on peut aller jouer avec la créativité au-delà des questions plus traditionnelles du genre, jusqu'à quel point vous êtes satisfait par vos possibilités d'avancement, par vos possibilités de développement de compétences, etc., etc. Donc, oui, partir de l'interne.
faire aussi une veille à l'externe. Regardez, parce que c'est bien beau de dire j'ai documenté ma marque employeur, mais si ce que j'ai documenté ne me différencie pas de mes concurrents, et je ne parle pas nécessairement des concurrents en termes de produits et services, mais vraiment concurrents en termes de marché du travail, si ce que j'ai documenté ne me démarque pas de mes concurrents, ben, je vais avoir une belle marque employeur, mais ça va être beige. Là. Ça ne me permettra pas d'aller attirer du talent. Donc, allez faire cette veille pour savoir mes concurrents, comment ils se positionnent, puis essayer de trouver quel est le résumé, le slogan, le terme qui représente à la fois ce qu'on est et ce qu'on est dans la différenciation par rapport à notre marché. J'adore. Et après ça, dans une deuxième étape, là, on va trouver le moyen de communiquer ça aux candidats de l'externe. J'adore, tu as tout à fait raison. Est-ce que, toi qui as quand même écrit beaucoup sur le recrutement, si je t'emmène un petit peu ailleurs, est-ce que, comment qu'on peut faire vivre cette expérience? Parce que, mettons, la marque employeur, là, une fois qu'elle est bâtie, souvent les entreprises vont la mettre de l'avant. On va faire des affiches, Est-ce qu'il y a un moyen d'emmener ça, justement, dans le processus de recrutement qui est quand même souvent très froid? Oui, puis c'est là souvent que les firmes créatives, les firmes de communication marketing vont avoir ce talent-là d'être capable de donner une twist marketing à un slogan ou une image qui effectivement peuvent être assez froides. Puis là, l'idée, c'est d'avoir des pratiques de recrutement, de communication lors du recrutement qui correspondent à ce qu'est l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Une entreprise qui a un ADN plus traditionnel, qui a des valeurs plus conservatrices, ben, il va falloir qu'elle reste quand même dans des choses assez conservatrices en matière de recrutement. On ne s'attendrait pas à ce qu'elle fasse du stunt marketing, nécessairement une entreprise qui est plus créative dans son ADN peut aller chercher des choses qui sont qui sortent un peu plus de l'ordinaire ou qui vont s'assurer de se démarquer. Donc, dès le recrutement, il faut que, on dit quelquefois, il faut que les bottines suivent les babines, il faut que les outils de recrutement qu'on utilise ou les événements de recrutement auxquels on participe reflètent cette marque employeur. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Tu parlais d'outils intuitivement. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit en ce sens? Oh oui, il y a eu toutes sortes d'essais-erreurs. Il y a des entreprises qui ont fait des vidéos. On a vu même des stunt marketing, là, des marketing, des événements avec voyons, le nom m'échappe, là, une petite chorégraphie improvisée, là, voyons, le nom m'échappe, mais bref, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent être faites. J'ai vu aussi quelquefois du recrutement un peu plus agressif où quelqu'un va louer un panneau publicitaire mobile sur un camion pour aller sillonner certaines rues, certains quartiers en disant. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont créatives. Ce qui est le plus important, c'est que ce soit cohérent avec la marque employeur, qu'il y ait une unicité entre les outils de marketing RH qu'on va développer, l'ADN de l'entreprise et évidemment le type d'employé qu'on cherche à attirer. En effet. J'ai lu une phrase aujourd'hui, Anne, qui m'a quand même marqué, puis j'ai le goût de te la lancer, puis juste savoir un petit peu qu'est-ce qui te vient intuitivement à l'esprit suite à cette phrase-là. C'était un article sur Grenier aux Nouvelles qui disait « La marque employeur, c'est pas une question de marque ni d'employeur. » Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est intéressant. Je comprends l'idée, sans avoir plus de mise en contexte, je ne sais pas si je le comprends bien, comme était l'intention de l'auteur, mais en tout cas, ce que je comprends de cette phrase-là, c'est une certaine méfiance envers le côté quelquefois superficiel qui peut être apposé au marketing. Tu sais, quand on dit c'est une marque, là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la marque? Puis je comprends les gens de RH, certaines personnes de RH peuvent avoir une certaine réticence à cette analogie marketing en disant, ben dans le fond, comme employeur, on est plus qu'une marque, on est un milieu de vie, on est donc tu sais, au-delà de la marque. Je pense, cela dit, qu'il faut faire attention à
aller au-delà des mots. Là, marque employeur, c'est le résumé. On utilise ce terme-là pour résumer quelque chose qui devrait être résumé en 3 paragraphes, mais quand on parle aux gens, on n'a pas 3 paragraphes pour faire toutes les nuances. Donc, d'où l'utilisation du terme marque employeur qui, pour moi, est quand même parlant. Mais effectivement, quand on s'arrête simplement au terme marque employeur, il peut y avoir un dérapage de dire c'est juste du paraître. Ce dont on parlait au début de notre discussion, c'est juste du paraître, c'est juste un stunt marketing pour essayer d'aller attirer des candidats. Puis une fois que les candidats sont chez nous, on s'en fiche un petit peu, on ne fait pas vivre la marque. Donc, je comprends l'idée, je comprends la méfiance envers le terme et qu'effectivement, si on s'arrête au terme, on peut penser que c'est un peu superficiel, mais derrière le terme, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cette superficialité-là. Je pense que c'est dans ce sens-là aussi que c'est écrit là, du fait que ce n'est pas seulement une marque, mais c'est pas juste l'employeur, c'est vraiment tout ce que c'est la culture d'entreprise, c'est les valeurs, c'est les collègues, les superviseurs, etc. Oui. C'est ça. Merci Anne, on a déjà rendu un bon moment. C'est super apprécié tous tes insights là-dessus. Est-ce que les gens peuvent, parce que si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a un bon endroit pour le faire? Le meilleur endroit, c'est d'aller voir sur le site web d'HEC, www.hec.ca, et puis toutes les coordonnées des professeurs d'HEC y sont, dont les miennes. C'est quoi les cours que tu donnes, par curiosité? Je donne les cours de recrutement, sélection de personnel, bac et maîtrise. Et puis, j'ai aussi la chance d'être en charge de la préparation des étudiants de l'école qui participent à des compétitions universitaires, des compétitions de cas comme les Jeux du commerce. Donc, je donne aussi les cours de préparation à ces compétitions. Est-ce que c'est par rapport à justement les épreuves? Est-ce qu'il y a des épreuves de ressources humaines aux Jeux du commerce? Est-ce que c'est par rapport absolument. Il y a un cas en gestion des ressources humaines, il y a un cas aussi en marketing, en finance, etc. Mais oui, absolument. Il y a des épreuves de ressources humaines. Et pour les entreprises qui participent à ce genre de compétition, c'est aussi un très bon moyen de se faire connaître d'étudiants finissants. C'est une activité de recrutement. Tout à l'heure, tu me posais la question de penser à des activités de recrutement. Participer à des activités avec des étudiants, que ce soit des compétitions universitaires, mais il y a toutes sortes d'activités et commanditer des activités de regroupement ou d'association étudiante, c'est aussi une très bonne visibilité en termes de marketing RH pour se faire connaître auprès des étudiants finissants. Avant qu'on se laisse, Anne, parce que ça l'enligne un autre beau sujet, moi j'ai fait les jeux de la communication aussi, puis je me souviens bien que les entreprises nous approchaient aussi pour voir un petit peu les nouvelles idées. Tu sais, qu'est-ce qui se trame parce que justement les étudiants, sont immiscés un petit peu plus dans la culture populaire, dans des choses qui sont nouvelles. Puis les entreprises sont intéressées à aller chercher ça. J'imagine que c'est la même chose au niveau de justement les jeux du commerce puis les ressources humaines. Je suis curieux de savoir par rapport justement dans les épreuves de ressources humaines et tout ça, comment que les étudiants, c'est quoi les nouveaux thèmes qui sortent, c'est quoi les nouveaux outils, peut-être les nouvelles idées qui en sortent en ce moment? Je te dirais deux thèmes majeurs. Le premier, tu ne seras pas surpris, marketing RH. C'est clairement. Et tu vois même, il y a une compétition qui s'appelle le Symposium GRH, qui est une compétition uniquement en gestion des ressources humaines. Pour la première fois cette année, le Symposium a ajouté un cas en marketing RH. Donc, c'est vraiment un thème porteur. Le deuxième, je dirais tout ce qui a trait à l'analytique RH. Thème qui a l'air peut-être moins sexy que le marketing RH. Mais toute l'idée d'utiliser les données dont on dispose pour améliorer les pratiques de GRH et en prenant des décisions basées sur des données probantes. Arrêtez de dire je prends des décisions puis on va voir ce que ça va donner, mais utiliser les données, les entreprises se rendent compte à quel point elles ont une foule de données, que ce soit sur le taux de roulement, leur taux de rétention, beaucoup d'informations qu'elles sous-utilisent. Et un thème très porteur, c'est justement d'utiliser à bon escient, pour prendre des décisions, les données ressources humaines dont on dispose. J'adore, c'est un angle qu'on en a déjà enregistré quelques-uns, là, puis c'est un angle que personne n'a amené, l'aspect statistique à justement améliorer J'adore, je suis content qu'on ait ajouté ce petit segment-là. Encore une fois, merci. Donc, c'est directrice RH
chez Air Medic, tu me disais, je suis en train de dire que tu avais une équipe à tout qui s'occupe du recrutement, que toi, tu chapeautes. Explique-moi un petit peu ton rôle chez Air Medic, puis c'est quoi Air Medic exactement? Oui, bien sûr. Donc, en fait, mon nom, c'est Ève Laniel. Je suis directrice des ressources humaines donc chez Air Medic. Air Medic, on est une entreprise privée de services d'assistance médicale et de transport aéroporté. Donc, une entreprise, en fait, en forte croissance. On compte 175 employés. Donc, mon rôle, en fait, comme directrice des ressources humaines, c'est vraiment d'accompagner l'organisation là, en termes de croissance, donc de s'assurer qu'on met en place toutes les conditions pour que nos gens se sentent bien, qu'ils puissent bien s'épanouir au travail, mais également là, bien contribuer là, au succès d'Armédic. Puis j'accompagne également là, la direction d'Armédic dans le développement du leadership. Ça fait combien de temps, Air Medic? Ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis là, chez Armédic. Ouais. Ok, très cool. Puis tu me disais justement en entrée de jeu que l'entreprise là, est vraiment en grande croissance accélérée, qui ça porte des défis au niveau de justement la marque employeur. Peux-tu me parler de ça un petit peu? Oui, bien sûr. Ben, c'est sûr que quand on parle d'un contexte de croissance accélérée, là, ben, tu sais, la croissance, ça rime avec toute l'évolution de notre structure organisationnelle, avec l'arrivée de nouveaux collègues. Puis qui dit nouveaux collègues, ben, ça arrive aussi avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses. Donc, qui arrivent aussi avec leur bagage à eux. Donc, c'est sûr que nous, on a vécu dans notre contexte de croissance. En ce moment, on a un moment où on a besoin de faire une réaffirmation, en fait, de notre ADN. Puis je pense que c'est un moment qui est marquant dans les phases de développement d'une organisation et de croissance. Donc, c'est sûr qu'on le vit actuellement. Puis, c'est un des défis, c'est oui, comment on fait pour faire évoluer notre marque employeur? Parce que, tu sais, notre marque employeur, ben, moi, je suis pas une experte dans les marques employeurs, là, mais moi, je le définis un petit peu comme le chemin entre de qui on est comme organisation, mais aussi l'expérience, qu'est-ce que les gens ressentent quand ils travaillent chez nous. Donc, je le vois vraiment un peu comme ça, la marque employeur. Donc, c'est sûr que notre marque employeur, c'est nous comme organisation, c'est qu'est-ce qu'on vit chez Air Medic, que la croissance, ben, elle a de l'impact et elle doit faire évoluer aussi notre marque employeur. Ça, ben, sans dénaturer non plus ce qu'on est initialement, là. Donc, ces nouveaux changements-là qu'on vit à travers la croissance, ben, il y a un moment où c'est important de se réaffirmer où on est comme organisation, puis notre ADN, puis ce qu'on veut faire vivre à nos gens. Ça a pris quelle forme parce que tu as raison, c'est pas quelque chose qui semble intuitif parce que comme tu l'as dit justement en entrée de jeu, là, souvent on pense de marque employeur comme étant le recrutement ou la rétention. Là, tu l'amènes plus dans un ensemble de l'équipe quand il y a beaucoup de changements qui arrivent, puis comment on gère le changement en mettant la marque employeur au cœur de ça. Quelle forme ça a pris, ça, est-ce que vous avez mis des processus en place, j'imagine? Est-ce que c'est quoi qui anime vos discussions pour parler de ça? Oui, ben tout à fait, tu as raison. Puis tu sais, je fais une parenthèse. C'est sûr que dans un contexte aussi de croissance, ben on a beaucoup aussi de recrutement. Donc, c'est sûr que la marque employeur est super importante pour l'attraction, mais aussi la fidélisation de nos gens. Puis en fait, pour faire du pouce sur ce que je te partageais tout à l'heure, oui, de réaffirmer notre marque employeur dans un contexte de croissance, ben on est dans cette démarche-là actuellement. Puis peut-être pour te partager un peu les étapes qu'on fait actuellement, là, peut-être la première étape pour nous, c'est important de dire, ben si on veut réaffirmer notre marque employeur, encore faut-il bien être capable de la définir puis même de la vulgariser, là. Donc, de juste mettre bien à jour c'est quoi notre identité, nos fondamentaux. Donc, ça passe à travers notre histoire, nos valeurs, notre philosophie de gestion aussi. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu sais, quand on parle de marque d'employeur, on parle aussi souvent de proposition de valeur. Donc, c'est quoi l'ensemble des conditions qu'on propose à nos gens comme offre employeur. Donc, la proposition de valeur, ben celle-là aussi, elle doit être actualisée avec notre croissance. Parce que, par exemple, si avec notre croissance, on a des nouvelles activités, des nouvelles possibilités de carrière, des nouveaux programmes qui peuvent être développés, ben ça va venir renforcer, dans le fond, notre proposition de valeur.
Puis, un des éléments sur lesquels on travaille actuellement aussi, c'est beaucoup le développement du leadership parce que, tu sais, tout à l'heure, comme je te partageais, Jean-Michel, la marque employeur, pour moi, c'est vraiment le rapprochement entre qui on est comme organisation, mais aussi ce que les gens ressentent au quotidien puis vivent au quotidien. Puis je pense que des acteurs clés dans la marque employeur, c'est l'équipe de leadership. Donc, on travaille beaucoup cette année à avoir une équipe de leadership qui partage la même philosophie de gestion, qu'on s'assure aussi que les pratiques au quotidien soient en lien avec nos valeurs, notre ADN. Puis on travaille dans le développement là, de l'équipe de gestion, qui mettent en place aussi des mécanismes là, de collaboration entre les gestionnaires là, pour avoir une cohérence au sein de l'équipe. Là. Donc, à travers, par exemple, une table de leadership où on se rencontre aux 2 semaines là, comme équipe de gestion. Est-ce que ça prend forme vraiment exclusivement sur l'équipe de gestion? Parce que j'ai aussi entendu parler de certaines entreprises qui vraiment essaient d'améliorer les qualités de leadership, de même carrément leurs exécutants, leur équipe d'entrée. Est-ce qu'il y a cette volonté-là aussi de votre côté? Tout à fait. Vraiment, tu parles d'un élément super important. Effectivement, puis la forme que ça prend en fait chez nous. Puis oui, ça, c'est un aspect pour nous qui était très, très important de travailler tous ensemble à faire vivre la croissance d'Airmédic. Donc, que tous nos collaborateurs, les employés, ben, puissent aussi s'impliquer puis développer aussi donc leur leadership. Donc, nous, on le fait à travers des comités. Donc, on a le comité employé qui s'implique, comme par exemple, le comité employé va commencer les travaux dans les prochaines semaines là, pour toute la révision de notre guide d'employés. Donc, vraiment, là, nos gens vont être impliqués à ce niveau-là. Ils s'impliquent aussi beaucoup au niveau du développement d'un nouveau bureau administratif donc qui va être construit. Donc, vraiment, l'aménagement aussi de ces bureaux-là pour s'assurer que l'espace leur ressemble, puis surtout que ça soit un espace qui crée la collaboration. Donc, oui, les employés sont au cœur de cette démarche-là aussi de leadership au sein de l'organisation. Puis là, je parlais du comité employé, mais on a aussi des comités plus spécifiques aux équipes au niveau opérationnel. Donc, si je prends par exemple le comité pilote, qui nous permet aussi au quotidien de nous partager sur le terrain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos activités, ben, c'est des activités d'urgence le 24/7, mais les gens sont physiquement déployés partout à travers le Québec. Là. Donc, on a aussi des comités, comme le comité pilote, là, qui nous permet aussi de s'assurer qu'au niveau de nos pratiques opérationnelles, ben que là aussi, là, on soit toujours cohérent là, avec nos valeurs et notre ADN. Juste, j'ajoute ça parce que je trouve ça super vraiment intéressant là, je pense que ça va l'être pour les auditeurs aussi. Dans le fond, ce que vous faites, c'est vraiment si quelqu'un se blesse en région, ou si quelqu'un a besoin d'un transport d'un hôpital de région à un autre hôpital, vous allez le chercher, puis vous allez faire un transfert d'hôpital, vous allez carrément aider les gens qui se sont blessés, par exemple, que je sais pas, quelqu'un était aventuré puis qui a fait une très très longue hike de 30 jours dans le Grand Nord, puis qui s'est blessé, là, vous pouvez aller le chercher. C'est ça que vous faites? Oui, c'est ça. Donc, on est une entreprise de services d'assistance médicale et de transport aéroporté. Donc, oui, ce que tu nommes, Jean-Michel, effectivement, on a des services, en fait, qu'on appelle préhospitaliers, donc où on peut aller effectivement chercher là, des patients là, qui, à travers différentes régions là, où il n'y aurait pas nécessairement, où le meilleur transport pour lui, ce serait, par exemple, l'hélicoptère là, et non l'ambulance. Donc, oui, on fait au niveau du préhospitalier. Puis, on fait aussi la majorité de nos activités qui est du transport aéromédical au niveau interhospitalier en avion. Là. Donc, d'un centre hospitalier à un autre centre hospitalier. C'est fou, je connaissais pas ça avant, c'est super intéressant je veux savoir si jamais j'ai le goût d'aller explorer le Québec. On revient à nos moutons, le côté recrutement, est-ce que vous avez des enjeux en ce moment? Est-ce que tout le monde en a, mais c'est quoi les vôtres, mettons, en ce moment? Oui, ben en fait, effectivement, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, ben je pense du fait du contexte qu'on est en croissance, ben oui, on a quand même beaucoup de recrutement. Puis oui, ben je pense que le marché de plein emploi, hein, on le ressent tous partout. Donc nous, on a des emplois aussi qui sont quand même très spécialisés. Donc si on pense par exemple aux emplois au niveau médical, donc on a du recrutement au niveau infirmière, inhalothérapeute.
paramédics également de vol. On a aussi des médecins. Donc, on a du personnel très spécialisé au niveau médical, mais on a aussi des gens spécialisés au niveau de l'aviation, donc que ce soit des pilotes ou des gens au niveau de la répartition des vols à la centrale. Puis, on a aussi tout le groupe support là, des opérations au sol et autres. Donc, oui, on le ressent, qu'il y a des défis au niveau du recrutement. Somme toute, je pense que pour nous, on le voit vraiment comme une opportunité aussi de faire un peu les choses différemment parce que je pense que dans tous les défis que toutes les organisations ont vus à travers le recrutement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène ailleurs, puis ça nous permet aussi de changer de posture un peu. Puis là, tu sais, je permets à dire que ça fait peut-être 17 ans que je travaille en ressources humaines. Puis, je trouve que dans les dernières années, c'est beau le changement de posture au niveau des employeurs, tu sais, où on est vraiment en mode où on veut apprendre à connaître nos candidats, apprendre à connaître c'est quoi qui crée de la valeur pour eux, puis qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur prochain environnement. Puis c'est vraiment ça qu'on fait actuellement. Donc, on crée beaucoup de contacts avec des bassins de candidats. Puis des fois, c'est aussi du recrutement sur du moyen-long terme. Donc, de créer du lien. Puis dans ce qu'on fait, nous, comme activité, tu sais, des fois aussi, c'est à des moments précis où ça convient à un individu. Là. Donc, par exemple, nous, nos gens sont déployés là 7 jours, puis ensuite, ils ont 7 jours de congé. Donc, oui, effectivement, en fait, notre équipe est appelée à être déployée là, à travers le Québec. C'est vrai qu'en termes de marque employeur, de culture d'entreprise, ben c'est sûr que ça amène certains défis. Puis actuellement, en fait, on est en train de regarder, par exemple, à un outil où on pourrait rester connecté. Puis OK, peux-tu le reprendre au complet? Ouais. Je vais l'amener différemment. On part. La question, là, puis je te prépare ça 3-4 fois, là. C'est bon. OK. Dans le fond, ce que tu as mentionné, ça m'a emmené sur un sujet qui est quand même assez parlé, mais pas dans votre dynamique par rapport à avoir ça. Tout le monde parle d'avoir une culture d'entreprise, tout le monde parle d'avoir une marque employeur, c'est très actuel ces termes-là. Puis on parle aussi dans le contexte de télétravail. Vous n'êtes pas vraiment en télétravail, mais c'est un petit peu tout comme du fait que ton équipe est comme sans arrêt déployée. Fait que comment qu'on peut essayer d'avoir une bonne marque employeur, une bonne culture d'entreprise quand ton équipe est jamais à la maison, au quartier général? Oui, ben effectivement, Jean-Michel, je pense que tu mets le doigt sur un grand défi, là. Puis, ouais, tu sais, toutes les équipes en remote, tu sais, de dire, ben comment qu'on fait pour vivre, tu sais, la culture de l'entreprise quand on n'est pas assis au cœur tu sais, de l'entreprise. Puis, ben, tu sais, on s'est posé beaucoup la question, en tout cas dans la dernière année, on a eu des consultations avec les employés, puis je pense que un des défis qui ressort, c'est vraiment la communication. Donc, oui, on est à distance, mais d'améliorer le partage d'informations, la communication, mais bidirectionnelle, là, puis d'avoir du feedback en temps réel, puis autant du côté des employés, de pouvoir avoir le feedback sur le terrain rapidement, mais autant aussi du côté des fois de l'organisation, quand il y a des nouveaux projets, puis tu sais, dans les organisations où c'est dynamique, là, puis il y a tout le temps des nouveaux projets, bien, de s'assurer qu'on le partage à nos équipes aussi rapidement, là, l'information. Donc, ça, on travaille là-dessus actuellement, puis on veut améliorer. Je pense que ça va passer beaucoup par notre stratégie de communication à l'interne. Donc, ce qu'on regarde actuellement, c'est de s'assurer de mettre en place différents canaux, donc des canaux organisationnels, comme par exemple la rencontre annuelle. Nous, c'est demain, donc là, on se rencontre tout le monde dans le hangar. On fait notre rencontre annuelle où on partage les grands projets puis comment les gens vont pouvoir contribuer aussi à ces projets-là. Puis ensuite, c'est de créer un espace au niveau organisationnel comme nos town halls, là, donc aux 3 mois où on puisse aussi avoir un moment pour discuter avec nos gens puis parler de l'évolution de l'entreprise. Donc, on se crée un canal organisationnel. On veut se créer aussi des canaux avec les équipes, donc à travers les réunions d'équipe. Mais on veut aussi créer des canaux individuels, comme par exemple un outil de court sondage là, qui pourrait nous donner vraiment du feedback en temps réel. Parce que
Ce qui est difficile des fois avec les outils de sondage, c'est quand on fait un sondage, par exemple, annuel ou 2 fois par année, ben des fois, on a plus de difficultés à rebondir puis à pouvoir vraiment travailler en temps réel avec les équipes sur des éléments là, qui pourraient ressortir. Donc là, on veut vraiment là, mettre en place un canal de communication aussi individuel où les gens vont pouvoir rester connectés avec nous. Puis surtout, d'avoir des moments où on se rassemble. C'est ça, pour nous, c'est bien important. Donc, je parlais de la rencontre annuelle, mais on a aussi les journées famille à l'automne, là, où les gens peuvent venir plus avec leur famille. Puis, tu sais, je pense que ça passe aussi à travers là, toute l'expérience employée. Donc, s'assurer à chaque étape du parcours de l'employé, qu'on fait vivre une expérience chez Hermédic. Donc, de s'assurer aussi de ce sentiment-là aussi là, d'affiliation là, à travers l'expérience employée. J'ai le goût de te demander en finissant comme dans la question, ça prend quelle forme ça? Comment vous faites vivre l'expérience employée à travers cette marque employeur-là? Oui, en fait, on est venu mapper vraiment moi j'appelle ça les pics, là, donc de l'expérience employée. Donc, c'est quoi les moments de vérité, là? Puis là, on est venu définir, dans le fond, je pense qu'il y a toute l'expérience candidat, donc en amont même à l'emploi, là. Donc, on est vraiment venu définir, dire, chez Hermédic, je te donne un exemple, par exemple, Jean-Michel, on se définit beaucoup comme une entreprise là, de proximité très, très familiale. Donc, c'est sûr qu'on veut aussi que l'expérience avec nos candidats, ça soit à cette image-là aussi. Donc, on va vraiment, on a un document de préparation là, pour les candidats. On va vraiment être près d'eux, les accompagner dans la démarche. Donc, il y a tout le volet candidat. Ensuite, il y a le volet accueil-intégration. Comment qu'on accueille, comment qu'on intègre nos gens aussi pour qu'ils puissent comprendre puis connaître l'histoire d'Hermédic, nos valeurs, qui on est, puis que leur parcours soit vraiment à notre image. Puis ensuite, il y a des cafés, par exemple, RH. Donc, après un mois, Mélisa, qui est notre partenaire d'affaires au niveau RH, appelle en fait tous nos gens là, pour vraiment savoir comment ça va. Puis c'est vraiment sous forme de café. Donc, encore là, pour venir renforcer la culture là, de proximité. Puis ensuite, on vient mapper aussi là, tous les moments importants de carrière, là. Donc au niveau aussi là, de l'accomplissement professionnel, les opportunités de développement, jusqu'aux dernières étapes du parcours, là, qui peut être aussi les départs. Donc, on a aussi des entrevues de départ pour s'assurer aussi de bien boucler la boucle avec les gens, puis d'en faire surtout aussi des apprentissages, là. Très cool. Écoute, Ève, c'était un délice. Merci. Vous avez des enjeux quand même assez spéciaux de par votre dynamique d'entreprise, puis vous semblez quand même assez vraiment agressif pour créatif, même, je dirais, pour avoir une belle marque employeur, en tout cas, se renouveler, je dirais, aller vers l'avant. Puis c'est tout à votre honneur. Merci de ta participation à l'apéro RH. Super apprécié. Merci beaucoup, Jean-Michel. Plaisir de partager. Cet épisode était présenté par l'agence marketing Wave & See. Sois des nôtres dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.